Bonjour à tous, merci de m'avoir invité et puis d'avoir proposé à Demo de travailler sur ce sujet en collaboration avec vous. C'est un travail qui a été réalisé en grande partie par Sarah Carpentier, que je viens de découvrir dans l'Assemblée, je ne savais pas qu'elle serait là. Elle pourra répondre aussi à des questions plus tard, et donc réalisé par Sarah et moi-même. Je vais sans doute répéter un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, mais je vais aller assez rapidement là-dessus, mais je vais aussi les présenter de manière un peu différente, avec en partie d'autres données, et donc ça permettra peut-être de renforcer un certain nombre de résultats ou de les confronter. Alors, quelques éléments de contexte déjà mentionnés. La Belgique, c'est un des mauvais élèves en termes d'intégration des migrants non européens sur le marché du travail, avec un taux de chômage élevé, un taux d'emploi faible, et on l'a déjà mentionné, un déclassement assez important, donc un écart important entre les qualifications des personnes et les emplois qu'elles occupent. Et on a déjà montré dans d'autres travaux, et Driss vient de le rappeler, que le taux d'emploi parmi les personnes bénéficiaires de protection internationale est particulièrement faible. Et ce sur quoi je vais me concentrer ici, c'est, je ne vais pas redécrire des choses qui ont été déjà décrites par d'autres, je vais quand même le faire un petit peu, mais je vais surtout me concentrer sur les changements au cours des dernières années. Changements dans l'accès au marché du travail par les personnes bénéficiaires de protection internationale, que je vais appeler réfugiés pour faire simple, dans un contexte de changement de flux de demandeurs d'asile, changement également donc dans les nombres de demandeurs d'asile, changement de la composition aussi, je reviendrai là-dessus, dans un contexte de changement de procédure et de longueur des procédures, avec un raccourcissement assez substantiel, et puis également un contexte de changement dans le régime l'accès au travail pour les demandeurs d'asile, même si je ne vais pas développer beaucoup cette question ici, mais on pourra en discuter plus tard. Alors, principaux objectifs de cette présentation. De manière très générale, la question c'est de décrire le statut économique des personnes bénéficiaires de protection internationale en Belgique. Donc, comme Driss l'a fait, mais avec d'autres données en partie, décrire le statut pendant les premières années de leur séjour et voir comment cela a évolué entre trois cohortes, donc des personnes qui ont été reconnues réfugiées à différents moments, pour voir s'il y a une amélioration ou une détérioration de cette situation. Et comme Driss l'a fait, mais de nouveau avec des résultats présentés de manière un peu différente et d'autres données, je vais me concentrer ici sur l'accès au premier emploi et puis la sortie de ce premier emploi qui, comme Driss l'a dit, est un élément important de la carrière économique de ces personnes et montre une certaine instabilité dans leur parcours professionnel. Et puis ensuite, assez brièvement, je vais essayer de comprendre, en tout cas, on va essayer d'identifier quelques facteurs qui pourraient être à l'origine de changements entre cohortes dans l'accès à l'emploi, avec des modèles comparables à ceux qui ont été utilisés par Driss, et essentiellement pour voir si la composition les changements de composition des cohortes jouent un rôle ou pas dans les changements que l'on observe. Alors, les données que l'on utilise, elles proviennent de deux sources. Le registre national, et on a ici, pour cette analyse, l'ensemble des personnes arrivées entre 1999 et 2014 et qui ont obtenu un statut de réfugié ou de protection subsidiaire au cours de la période 2001-2014. Donc c'est de l'ordre de 35 000 personnes. Et dans ces données, on a dans ce cas-ci, la date de demande d'asile, la date d'arrivée aussi, la date de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, la date éventuelle de départ ou de décès, qui sont heureusement peu nombreux. Et on utilise aussi les données de la banque Carrefour, comme dans la présentation précédente. Ici, on a un échantillon d'un quart des données, donc ça couvre environ 9000 personnes. 9000 des personnes disponibles dans les données du registre, et on a des données sur la position socio-économique par trimestre. Alors, voilà, comparé aux données qui ont été présentées précédemment sur l'enquête force de travail,
elles sont un peu moins riches, elles sont plus riches sur certains aspects, mais moins sur d'autres, et notamment, en tout cas dans les données dont on a pu disposer, sur le type d'emploi. On n'a pas d'informations très détaillées là-dessus. On a des données incomplètes sur le type de ménage, pas de données sur l'éducation, donc c'est une des limites des données que l'on utilise ici. Alors, les catégories que l'on utilise, qui sont issues de la Banque Carrefour, qui ont été simplifiées pour cette analyse, sont celles-ci. On distingue les personnes qui travaillent, c'est-à-dire soit qui sont employées ou indépendantes. Le travail informel ou au noir n'est pas pris en compte. Contrairement à l'enquête force de travail, qui potentiellement peut l'inclure. Et lorsqu'il y a plusieurs états qui sont combinés, on donne priorité au travail dans nos analyses ici. Et puis on a les autres catégories, les mêmes qui ont été décrites par Driss, l'assistance sociale, l'assurance sociale, le chômage, et puis une autre catégorie assez large qui sont les personnes qui n'ont pas de lien direct avec la sécurité sociale. Alors, très rapidement, une brève présentation de la population concernée par cette étude. Donc, j'ai dit les personnes qui ont bénéficié de protection internationale entre 2001 et 2014, qui proviennent en grande partie d'Asie occidentale, d'Afrique subsaharienne et d'Europe hors Union européenne, et puis quelques personnes de destination, d'origine plus lointaine. Mais on va voir dans un instant, tout cela a changé assez fortement depuis quelques années. En majorité des hommes, 62% dans ce cas-ci, âgés d'environ 30 ans à leur arrivée. Mais cela a changé. Alors, ce que je représente ici sont les trois cohortes que l'on compare. Donc la première, elle concerne les personnes qui ont bénéficié, qui ont obtenu le statut de réfugié ou protection subsidiaire entre 2001 et 2006. La deuxième cohorte, 2007 à 2009. Et la troisième, 2010 à 2014. Donc elles sont de taille inégale. Et les 3-4 grands changements que l'on observe, c'est d'abord une augmentation de la part des hommes, qui étaient un peu plus de 50% dans les premières cohortes et qui sont maintenant autour de 65%. Première modification. L'âge à la reconnaissance a un petit peu diminué, de l'ordre de 2-3 ans. On était autour de 35, on est autour de 32. Et puis les régions d'origine ont aussi sensiblement évolué. Beaucoup d'Européens hors Union européenne dans la première période, donc c'est la catégorie orange, et davantage de personnes originaires d'Asie dans les périodes les plus récentes. Et puis une autre transformation que je ne présente pas ici, mais qui est quand même assez importante, c'est la diminution de la durée entre l'introduction de la demande d'asile et l'obtention du statut de réfugié, qui est passé grosso modo de 2 ans à 1 an pour les personnes qui obtiennent le statut, donc une période en tant que demandeur d'asile qui est sensiblement plus courte. Alors, premier résultat descriptif qui font écho en partie à des choses que Driss a discuté, c'est la distribution de ces cohortes dans les différentes catégories de statut socio-économique entre le moment de leur arrivée et puis 5 ans après leur arrivée. Alors en vert, ce sont les périodes de travail. En mauve ou en violet, tout en haut, c'est la catégorie autre, donc un peu difficile à interpréter. Et la catégorie bleue, au milieu, c'est l'assistance sociale, donc essentiellement le CPAS. Et donc ce qu'on voit au début, c'est que la plupart des personnes qui arrivent, quelle que soit la cohorte à laquelle on s'intéresse, sont la catégorie autre, et puis progressivement basculent dans la catégorie assistance sociale, et que progressivement la catégorie de personnes en emploi augmente pour arriver après 5 ans, grosso modo, à 30-40% des personnes qui sont en emploi. Donc c'est l'équivalent d'un taux d'emploi. Et donc on l'a discuté tout à l'heure, le taux d'emploi en Belgique pour les personnes originaires hors de l'Union européenne, c'est autour de 40%. Je pense que c'est David qui avait présenté ça. Donc après 5 ans, on est dans ces ordres de grandeur-là. Dans la cohorte la plus récente, alors
qui est observé sur une période plus courte, donc il faut quand même être prudent dans ce que l'on dit, mais on verra tout à l'heure qu'il y a quand même quelques éléments qui nous confortent là-dedans. On voit un tassement plus rapide dans l'accès au marché du travail, et là on plafonne en tout cas pour l'instant autour de 30%, donc un peu plus bas. Il y a des différences très marquées entre hommes et femmes. De nouveau, ça a déjà été présenté précédemment, et je le présente ici parce que ça va intervenir dans la discussion de résultats suivants. On a les hommes qui ont une participation au marché du travail plus importante, pratiquement le double des femmes, en tout cas dans cette catégorie de personnes réfugiées et bénéficiant de la protection subsidiaire. Et on a vu que la part des hommes avait augmenté dans les cohortes les plus récentes, donc on s'attendrait à ce qu'il y ait une participation plus importante, étant donné qu'il y a davantage d'hommes, mais on verra, ce n'est pas le cas. Alors une autre manière de regarder ça, c'est de s'intéresser uniquement aux personnes qui travaillent, donc la proportion de personnes qui travaillent. Donc si vous voulez, je reprends les résultats les courbes des zones vertes pour les isoler et prolonger ça sur des périodes un peu plus longues, parce qu'évidemment après 5 ans il y a encore d'autres choses qui se passent au-delà de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc ce qu'on voit, c'est que les courbes continuent à progresser à la hausse. Donc après 10 ans, il y a environ 50%, la moitié des personnes qui travaillent. Et puis dans les cohortes les plus récentes, on ne peut pas aller plus loin, mais on voit bien que ça continue à augmenter, d'où l'importance de suivre ces cohortes sur des périodes assez longues pour voir ce qui se passe. Alors on voit ce petit tassement-là, et le petit tassement dans la cohorte la plus récente. Et donc pour essayer d'un peu clarifier ce qui se passait là, on s'est intéressé à l'accès au premier emploi et puis à la durée dans le premier emploi. Et voici ce que ça donne quand on regarde la proportion de personnes qui a déjà travaillé en fonction de la durée de résidence pour les 3 cohortes. Donc ça, c'est la proportion de personnes qui travaillent à chaque durée, et ça, c'est la proportion de personnes qui a déjà travaillé et qui est forcément plus élevée, puisque on peut avoir travaillé et puis quitter son emploi. Alors, il y a 2 choses importantes à souligner ici. La première, c'est que la grande majorité des personnes travaillent un jour. Des personnes, des réfugiés et des personnes ayant la protection subsidiaire ont un lien avec le marché du travail à un moment donné. Donc ici, après 10 ans, à peu près 80% des personnes ont déjà travaillé. Et si on regarde chez les hommes, c'est 90% travaillent à un moment donné. Et c'est bien supérieur à ce qu'on a vu ici, donc 50%. Donc ça, c'est la première chose, et je vais revenir là-dessus dans un instant. Et puis deuxième chose que l'on voit ici, c'est que dans la cohorte la plus récente, cette entrée cet accès au premier emploi semble être ralenti. Il n'y a pas pour l'instant d'explication très claire à cela, mais on pourra en discuter par la suite. Alors ici, je reprends finalement les mêmes résultats, mais je les mets en parallèle pour ces 3 cohortes. Donc la courbe bleue, c'est cette proportion de personnes qui a déjà travaillé en fonction de la durée depuis l'arrivée, envers la proportion de personnes qui travaillent à chaque durée. Et donc on voit bien, ce que je disais il y a un instant, que les 2 sont très différentes, et l'écart entre les 2 montre qu'il y a une part substantielle de personnes qui rentrent, qui a un premier emploi et puis qui en sort et qui ne parvient pas nécessairement à retrouver un emploi rapidement. Donc ça illustre cette instabilité assez grande sur le marché du travail pour les personnes concernées ici. Et puis on voit dans la 3e cohorte 2010-2014 ce tassement, à la fois une entrée un peu plus tardive et puis le tassement de la proportion de personnes qui travaillent. Alors, un résultat qui va dans le sens de ce que Driss a présenté précédemment, mais qui le montre un peu différemment, c'est justement la sortie de ce premier emploi. Donc 80% des personnes trouvent un emploi à un moment donné, mais ce qu'on constate, c'est qu'elles en sortent assez vite pour la plupart. Donc la moitié des personnes sortent de ce premier épisode d'emploi après 1 an. Donc la durée médiane du premier épisode est d'1 an. Et après 3 ans, seulement 20% des personnes sont encore en emploi. Donc ça illustre cette grande instabilité, des emplois précaires, sans doute peu attractifs. Alors, est-ce qu'on les quitte de manière volontaire ou pas, ça on n'a pas les informations pour
ici pour le savoir, mais en tout cas c'est très marqué. Il n'y a pas de grand changement entre cohortes, donc c'est quelque chose qui n'évolue pas radicalement au cours des années récentes. Alors je vais passer cette dia-là. Pour clôturer cette présentation, je voulais revenir sur cet accès plus tardif au premier emploi dans les cohortes les plus récentes. Donc il va encore falloir creuser, ce sont des données qu'on devrait compléter avec des données les plus récentes pour vraiment avoir des éléments beaucoup plus solides là-dessus. Mais je voulais quand même revenir sur un paradoxe, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des changements dans la composition des demandeurs d'asile et des réfugiés depuis plusieurs années, avec plus d'hommes, moins de personnes originaires d'Europe hors Union européenne, des personnes en moyenne un peu plus jeunes et des durées de procédure plus courtes. Et en fait, tout cela devrait normalement conduire... Enfin, on a des compositions qui varient et qui devraient conduire à une intégration plus rapide sur le marché du travail parce que les hommes travaillent plus et plus vite, entre guillemets. Les jeunes également accèdent plus rapidement au marché du travail. Une procédure d'asile plus courte aussi est favorable, dans la mesure où les personnes qui ont le statut de réfugié sont beaucoup plus susceptibles de travailler que les demandeurs d'asile. Et les personnes originaires d'Europe hors Union européenne avaient moins de chances de travailler que les autres. Et donc tout ça devrait conduire à un accroissement de la proportion des personnes qui travaillent ou un accès plus rapide au marché du travail. Et c'est pas ce qu'on observe. Donc ici, à gauche, je présente aussi les résultats de modèles de durée comme DRIS, et qui nous montre que dans la cohorte la plus récente, en orange, les chances d'accéder au marché du travail sont sensiblement plus faibles que dans les cohortes précédentes. Et par contre, à droite, c'est ce à quoi on s'attendrait compte tenu des changements de composition de ces cohortes. On devrait s'attendre à une amélioration significative. Et donc, pour clôturer, je reviens sur quelques éléments clés. D'abord qu'une part très importante des réfugiés et personnes ayant la protection subsidiaire travaillent à un moment donné, ce qui n'apparaît peut-être pas clairement quand on regarde juste la proportion qui travaille à chaque durée. Mais il y a un lien avec le travail à un moment donné, mais le premier emploi est quand même court pour beaucoup de ces personnes et beaucoup ont des difficultés à retrouver un travail, ce qui explique cet écart important entre la proportion de personnes qui travaillent et la proportion de personnes qui a déjà travaillé. Il semble y avoir un ralentissement donc, dans l'accès au premier emploi, alors que, compte tenu des changements dans les compositions des cohortes, on s'attendrait plutôt à une amélioration. Et donc, c'est un paradoxe à expliquer. Donc, pour la suite, il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr, sur le sujet. D'abord essayer d'expliquer ce ralentissement, de renforcer les analyses, mais aussi expliquer ce qui se passe. Est-ce que c'est un effet de crise économique? Est-ce que c'est un changement dans les possibilités d'accès à l'emploi pour les demandeurs d'asile? Est-ce que c'est une question de changement dans des variables qu'on n'observe pas, sur les compétences linguistiques ou autres? Qu'est-ce qui explique aussi ces durées particulièrement courtes d'emploi, de premier emploi? Est-ce que c'est choisi? Est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est lié à la nature des emplois ou à d'autres choses? Beaucoup de choses à faire là-dessus. Et puis, après le premier emploi, il se passe évidemment d'autres choses. Donc, on doit encore développer l'analyse des carrières socio-économiques au-delà du premier emploi pour comprendre finalement ces carrières qui sont assez turbulentes, avec des transitions entre l'emploi, le CPAS ou l'assistance sociale, le chômage, mais des parcours apparemment assez découpés et instables. Un autre point, je pense, qu'il est important de creuser, c'est qu'ici, on a travaillé sur des données individuelles, donc on regarde ce qui se passe pour chacun des individus, mais ces individus ne sont pas isolés, bien sûr, ils vivent dans des ménages, et donc on peut, par exemple, ne pas travailler, mais être dans un ménage où quelqu'un travaille, et ça permet aussi d'observer le lien entre les réfugiés et le marché du travail sous un autre angle
que celui purement individuel. Et puis ensuite, il y a d'autres données à utiliser, et je trouve que les données utilisées par DRI sont très intéressantes, donc je pense que c'est une voie dans laquelle il faut poursuivre. Il y a des données plus récentes aussi. Là, on a les données de 2014, on espère avoir les données jusqu'à 2017. Et puis il y a d'autres enquêtes spécifiques sur la question à exploiter ou à faire pour mieux comprendre ce qui se passe. Et on a parlé ce matin des evidence-based, les approches basées sur l'évidence, et je pense que c'est vraiment important de poursuivre dans cette voie. Voilà, merci.